cette forme de politique a été mise en place donc en 92, a été mise en place par un artifice qui est d'avoir copié ce que faisaient les Américains. Et donc, dans les instances internationales, nous avons pu faire valoir que nous faisions la même chose que les Américains. Et donc, vis-à-vis du reste du monde, ça a été perçu un petit peu comme, j'allais dire, les deux plus grands pays du monde qui s'auto-absolvent sur leur turpitude. C'est-à-dire que dans les deux plus grands pays du monde, ça a été l'idée que on avait le droit d'aider les agriculteurs, et on comprend pourquoi on l'a fait. Mais quand on est dans un pays qui n'a pas d'argent ou qui n'a peu d'argent, c'est vrai que ce système-là apparaît comme un système relativement privilégié, hein, de droit. Ceci étant, je crois que ça ne sera pas facile de trouver un autre système. Enfin, il faudra réfléchir à d'autres solutions. Et c'est vrai que l'autre solution, ce serait qu'on revienne à des prix qui puissent rémunérer les agriculteurs de façon à ce qu'on n'ait plus besoin de leur donner des aides. Mais il faut qu'on puisse augmenter les prix par rapport à leur charge de production. Et puis si on augmente les prix, ça va se répercuter sur le consommateur. Alors c'est ce qu'on craint. On a vendu la politique agricole de 1992 en disant qu'on allait demander aux contribuables de payer, enfin donner des subventions aux agriculteurs, moyennant quoi les prix qui seraient plus bas sur les produits agricoles et les prix alimentaires seraient meilleur marché. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que le prix du produit agricole n'est pas le prix du produit alimentaire. Et entre les deux, il y a un certain nombre de marges et de transformation et de commercialisation qui font que ça ne se passe pas toujours de la même façon. Pour résumer les choses, on peut dire que dans les 30 dernières années, ou 40 dernières années, on va dire, dans les 40 dernières années, les prix des produits agricoles ont été divisés par deux. En monnaie constante, enfin quand on retire l'inflation, les prix ont été divisés par deux, mais les prix alimentaires sont restés à peu près au même niveau que l'inflation. Donc malgré le fait que les prix agricoles ont pu être divisés par deux, ça n'a pas permis une baisse des prix alimentaires plus rapide que celle de l'inflation. Et donc, alors on peut se dire toujours, bien sûr, que si les prix des produits agricoles avaient moins baissé, les prix des produits alimentaires auraient peut-être augmenté, mais ce n'est pas certain. Et il peut y avoir, de la part des contribuables, une idée comment dirais-je, d'amertume, car ils ont été mis à contribution sans que ça ait permis pour autant une baisse considérable des prix des produits alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité du prix, elle se forme en fin de chaîne? Alors, elle se forme forcément en fin de chaîne, et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que nous ne mangeons pas du tout la même chose que ce que nous mangions il y a 30 ans ou 40 ans, et nous mangeons de plus en plus de produits qui ont été transformés, élaborés, qui sont prêts à l'emploi, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux qui sont sortis du champ. Et donc, il y a une partie transformation-service qui a été très nettement augmentée, même si on peut réfléchir sur l'utilité de ce service ou la pertinence de cette amélioration dont on parle, hein, mais je crois que ça correspond à un certain nombre de choix de société. Je vais donner quelques exemples qui sont caractéristiques. Aujourd'hui, 80% des femmes entre 25 et 50 ans travaillent. Plus de 80% des femmes travaillent entre 25 et 50 ans, ce qui est d'ailleurs plus que les hommes dans notre pays. Et donc, bien entendu, on n'a pas le même temps à consacrer à la nourriture que ce qu'on pouvait avoir dans les générations précédentes. Plus personne ne cuisine. En tout cas, la cuisine est quelque chose de plus difficile à faire dans ces conditions-là. Et puis, deuxième statistique qu'on peut donner aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a en France un logement sur 3 qui est habité par une personne seule. Et donc quand on est une personne seule, c'est plus difficile de faire la cuisine que quand il y a 6 personnes autour de la table. Et ça se justifie moins, et du coup on a des habitudes de consommation qui sont un peu différentes. Néanmoins les médecins ont tendance à dire que de faire la cuisine est une excellente chose pour
ne pas devenir obèse. Et donc, il y a aussi à repenser peut-être un système de vie qui permettrait davantage de transformer soi-même les produits alimentaires. Est-ce qu'il est utile d'aider les agriculteurs? Est-ce qu'il sera toujours utile d'aider les agriculteurs? Et est-ce que les aides directes ont un sens? Alors, je crois que c'est difficile de répondre à cette question de façon par un oui ou par un non. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que on demande aux agriculteurs français ou aux agriculteurs européens un certain nombre de conditions en matière environnementale, de bien-être animal, de conditions de ne pas épandre un certain nombre de produits qui peuvent être dangereux pour les sources d'eau potable, etc. Un certain nombre de conditions qui font que leur coût de production risque d'être un tout petit peu plus élevé que pas mal d'autres. Et puis par derrière, l'idée qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce qu'il convient ou non de garder une production chez nous? Et c'est l'idée principale sur laquelle il nous faut réfléchir, c'est-à-dire que pendant longtemps, certains ont cru qu'on allait pouvoir faire fabriquer tous nos produits industriels par les Chinois et tous nos produits agricoles par les Brésiliens pour être court, pour simplifier les choses ou caricaturer les choses. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un gros risque qu'on prendrait par rapport à notre alimentation, ne serait-ce que par référence à la crise qu'on a eue en 2008, où on s'est bien aperçu que les prix d'un seul coup ont augmenté à toute vitesse sur les produits agricoles et que le monde risquait de manquer de nourriture et donc heureusement qu'il y avait encore de la production en Europe pour nous rassurer et faire en sorte que nous ayons largement de quoi manger. Alors, je ne vais surtout pas faire peur, ce n'est pas demain la veille que les Français manqueront de nourriture. Mais, par contre, ce qui peut très bien se passer, c'est qu'il y a une crise de pénurie. Et donc, s'il y a une crise de pénurie au niveau mondial, eh ben, nous aurons toujours les moyens d'acheter. Mais par contre, il y aura des gens qui seront complètement exclus de ces achats. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important que nous prenions nos responsabilités et que nous encouragions à un minimum de production dans notre pays, enfin non pas un minimum au sens de ne pas en produire beaucoup, mais de façon à essayer d'assurer notre autosuffisance. Je pense que c'est un objectif normal, prudent, on va dire, et responsable vis-à-vis du monde. C'est-à-dire que si nous ne produisions pas assez, en cas de pénurie, nous irions acheter sur le marché mondial et nous ferions monter les prix parce que nous avons de l'argent. Et si nous faisons monter les prix, nous excluons une partie de la population des régions pauvres de ce type de nourriture. Et donc je crois qu'il est extrêmement important que nous soyons sérieux et que nous continuions à produire de la nourriture en Europe pour le bien-être de la planète.